Bienvenue au sein des grandes conférences liégeoises. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir un chef doublement étoilé. Thierry Marx est connu pour avoir révolutionné, dépoussiéré la cuisine traditionnelle française. C'est un passionné du Japon. C'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de l'excellence. On pense notamment à la cuisine moléculaire, mais pas que ça. C'est quelqu'un qui aussi a développé un programme de formation en faveur de la jeunesse défavorisée, notamment issue des banlieues, parce qu'il en vient également, qui a développé aussi un programme de formation pour des femmes, des hommes qui sont en prison pour leur assurer une réinsertion socio-professionnelle réussie. Vous le connaissez aussi parce que c'est un homme médiatique, il a participé à des émissions culinaires comme Top Chef et le thème de sa conférence sera les 7 ingrédients secrets de mon management. Pour la petite anecdote, dans sa cuisine, on chuchote presque. Quand il s'exprime, eh bien, on doit tendre l'oreille parce qu'il parle à voix basse. Voilà. C'est quelqu'un qui a une vraie personnalité et à titre personnel, je me réjouis de le recevoir. Je vous souhaite une excellente conférence. Vous êtes venu, il semble, vous êtes venu pour m'écouter et je vous en remercie. Si vous attendiez un discours très universitaire, très école de commerce, vous vous trompez. Je n'ai pas ce niveau scolaire. Mon parcours commence, on va regarder, est-ce que j'ai... non, voilà, d'où je viens. Alors moi, je viens des quartiers très populaires de l'Est de l'Est parisien, et donc plutôt d'une famille ouvrière, mais dans le bon sens de la famille ouvrière, des ouvriers spécialisés. Mon grand-père était un ouvrier spécialisé, mon père, ma mère, des ouvriers spécialisés. Donc origine sociale très modeste, et je découvre tranquillement cet univers de l'Est parisien comme un enfant modeste, mais un enfant qui traîne un petit peu dans la rue, mais une rue qui est assez bienveillante. C'est les rues des quartiers populaires de Paris où on va d'un atelier à un autre, où les grands-mères du coin savent repérer les enfants qui circulent. Donc, scolarité. Arrive à 6 ans, c'est l'obligation en France de cette scolarité. J'ai pas envie d'aller à l'école, c'est pas un truc qui me passionne. Moi, j'aime traîner dans la rue, marcher, déambuler, mais l'école, je vois pas pourquoi je me serais assis pendant 6 ou 7 heures devant un tableau noir pour essayer de comprendre quelque chose. Mais vous allez voir que je vais beaucoup vous parler de ce mot « projet ». Donc, comme je ne veux pas aller à l'école, ma grand-mère, dans sa grande sagesse, me dit « Tu sais, il faut que tu ailles à l'école, c'est important ». Dans ma tête, je me dis « Mais pourquoi c'est important ?» Elle me dit « Tu sais, les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Si tu sais lire, écrire et compter, ils ne te voleront pas. » J'avais un projet. Je pouvais aller rançonner l'État français d'un savoir qui me permettait de ramener la monnaie du pain à ma grand-mère. Donc, je vais faire une scolarité assez simple, d'apprendre à lire, à écrire et à compter jusqu'à l'entrée en classe secondaire. Donc, à cette entrée en classe secondaire, beaucoup plus compliquée, parce que d'abord, je quitte les quartiers de l'Est parisien pour me retrouver beaucoup plus loin de Paris, dans ces quartiers que nous, Français, nous appelons des quartiers QPV, des quartiers politiques de la ville. Donc en gros, je vous fais le schéma très court, 3500 logements et rien autour. C'était pas très pratique. Et il y avait un collège qui venait de se construire en préfabriqué, et nous allions dans ce collège tant bien que mal, pour essayer d'y apprendre quelque chose. Alors dans le collège, ça tourne mal. Ça tourne mal parce que je ne comprends pas l'univers de ce collège, je ne comprends pas l'univers de ce quartier, il n'y a rien à y faire, l'oisiveté s'installe, et comme vous le savez, quand la l'oisiveté s'installe, il y a quand même un risque pour les personnes qui rentrent dans cette oisiveté. Donc, je rentre dans cette école secondaire, dans ce collège. L'échec est quasiment total la première année, et arrive la deuxième année, et là, vous connaissez le sketch, bien évidemment, peut-être que vous n'avez pas ça en Belgique, mais nous, on a la conseillère d'orientation qui vient vous conseiller sur votre futur. Et là, effectivement, comme je suis d'un quartier ouvrier, dans une cité ouvrière, je dis à la conseillère d'orientation « Ah, j'aimerais faire l'école hôtelière ». Et là, elle me dit « Non, mais c'est pas pour des gens comme vous. »
mes parents étaient là, j'étais un peu gêné pour mes parents, parce que mes parents faisaient tout bien. Et moi, c'était pas pour des gens comme nous. C'était quoi des gens comme nous? On me dit, non, non, vous, ce sera plutôt mécanique générale. Alors, mécanique, dans la cité, on savait ce que c'était. On piquait des mobylettes, on les démontait, on les remontait pas, parce qu'on ne savait pas les remonter. Alors, si on nous avait proposé mécanique de mobylettes, on aurait peut-être pu être intéressé, mais mécanique générale, je ne voyais pas le truc. Et donc, là, c'est dangereux, parce que quand on ne voit pas le truc arriver, quand on se dit « c'est pas une école pour moi », eh bien, on n'y va pas. Et là, vous êtes un peu à traîner dans la cage d'escalier. Et dans la cage d'escalier, vous faites forcément de mauvaises rencontres. Ou alors une cage d'escalier contre une autre cage d'escalier. Et ça fait tout de suite des querelles qui ne servent pas à grand-chose. Coup de chance, je me débrouillais en sport. 2 sports. La boxe, c'était gratuit. J'étais nul en football. Donc la boxe, c'était gratuit. Et puis, il y avait un copain qui avait été champion de France de judo, Gilles Cataneo, qui me dit « Mais c'est bien beau de faire les marioles dans la cité, tu as qu'à venir au sport, tu vas voir ce que c'est que le judo, tu vas voir, et je suis sûr que ça va te plaire. » Effectivement, ça m'a plu. J'ai commencé la pratique du judo avec tout le fantasme que vous pouvez représenter, qui pouvait se présenter à l'époque, c'est-à-dire le Japon, enfin tout un tas de choses comme celle-là, et je découvre énormément de choses dans le judo. Donc je ne vais plus beaucoup à l'école, mais je vais beaucoup au judo. Donc compétition, etc., etc. Qu'est-ce que je découvre dans le judo? Un déclencheur qui est encore vrai pour moi aujourd'hui. Dans le judo, vous êtes obligé de faire pour apprendre. Or qu'à l'école, on me demandait d'apprendre pour faire. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéressait pas. Donc le faire pour apprendre dans le judo va me donner une forme de gestuelle, de comprendre. D'ailleurs, il y a un mot, il y a 2 idéogrammes qu'on dit au Japon, shuari. Observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Et effectivement, au judo, vous observez le professeur, le sensei, celui qui a su avant vous. Vous allez essayer de copier son geste pour vous l'approprier. Et ensuite de vous approprier ce geste par rapport à vous, qui devient votre geste. C'est ce que j'appelle la règle des 3 M, mimétisme, mémoire, maîtrise. Et alors ça, à 15 ans, 16 ans, ça m'a donné une force. Une force avec nos 4 copains avec qui on faisait du sport, de ne pas aller traîner avec ceux qui ne faisaient pas grand-chose. Ça nous a donné une confiance absolument incroyable en nous pour se dire, si on a su faire du sport, si on sait s'entraîner, si on essaye d'avoir cette rigueur de l'entraînement, forcément qu'on peut arriver à faire quelque chose. Donc, manque de chance, pas de bonne scolarité, pas de sport-études, mais je vais continuer le judo, mais je vais découvrir une autre façon d'apprendre, les compagnons des devoirs. Alors, je ne sais pas si en Belgique, vous connaissez les compagnons des devoirs, c'est une forme d'apprentissage dans le faire pour apprendre, en faisant son tour de France. Et moi, j'étais apprenti pâtissier, et donc j'ai fait mon tour de France pour apprendre les métiers de la pâtisserie. Et là, encore une fois, ces hommes, parce que c'était un univers d'hommes à l'époque, maintenant on a des femmes chez les compagnons des devoirs, mais à l'époque c'est un univers d'hommes, ces hommes vont me donner confiance en moi. D'ailleurs, je pourrais vous répéter de mémoire quelques phrases qu'il me disait déjà. Première phrase que j'ai entendue d'un compagnon des devoirs, c'est pas ton patron qui protège ton emploi, c'est ta curiosité. Plus tu seras curieux, plus tu seras un homme libre. Curieux au sens positif du terme. Et effectivement, plus je cherchais à apprendre, plus je cherchais à m'améliorer en pâtisserie, plus je montais en niveau de pâtisserie. Qu'est-ce que j'apprends dans un deuxième temps chez les compagnons de devoir? La critique. Chez les compagnons de devoir, quand vous faites votre travail, il n'y a jamais de compliments. Il y a simplement des anciens, le rôle des anciens est de nous dire tu aurais pu faire comme ça, pourquoi tu as fait comme ça et pas autrement, ce qui nous impose de nourrir notre curiosité pour continuer à progresser. Donc chez les compagnons de devoir, je vais apprendre énormément le jour, la fraternité entre nous, le sens de la loyauté aussi, parce qu'on était une petite communauté d'ouvriers qualifiés et nous vivions ensemble, ça existe et ça a 900 ans. Et puis l'idée de
partage, d'une vie en commun pour apprendre un métier et grandir ensemble. Donc, cette force des Compagnons des Devoirs, je suis toujours Compagnon des Devoirs et je suis toujours affilié à cette grande famille des Compagnons des Devoirs Unis, mais va me permettre un deuxième volet de construction dans ma vie qui m'a donné beaucoup d'assises et surtout beaucoup de verticalité. En changeant de ville en ville, j'apprenais à lâcher, 1, la zone de confort, 2, à lâcher aussi le savoir partir et rompre avec une ville que j'aimais bien pour passer dans une autre. Et ça, ce rythme-là, cette forme de nomadisme que j'ai découvert chez les Compagnons des Devoirs, me sert encore aujourd'hui pour construire mes entreprises. Donc, à mon époque, on est en 1978, ma maman reçoit un papier, comme quoi j'étais obligé de faire mon service militaire. Bon, je reviens donc chez ma maman. Je reviens avec beaucoup de plaisir revoir ma maman, mais je reviens dans le quartier. Ce que j'ai horreur, c'est de revenir sur mes pas. J'ai horreur de ça. Le quartier, on avait tout fait pour le quitter, donc j'avais absolument pas envie de revenir dans ce quartier. Bon, on est 4 mêmes copains, 4 du même âge, 4 à être obligés de faire notre service militaire. Donc comme dans ces quartiers, tout se règle la nuit en général, on réfléchit, et pourquoi on ferait pas ci, et pourquoi on... Quel était le projet, encore une fois? Quitter le quartier. Donc le lendemain, on est allé au centre de documentation de l'armée de terre, ce qu'on appelle un CDAT à l'époque, et maintenant on appelle ça un CIRFA, et on s'est dit, on va s'engager. Et comme j'étais judoka, on m'a proposé les troupes de marine, d'infanterie de marine, et donc j'ai fait un mandat, plutôt que de faire mon service militaire, j'ai fait un engagement avec l'armée, et avec l'armée de terre, avec quelques expériences à l'extérieur de l'Hexagone. Qu'est-ce que j'y retiens? Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends la vie en communauté, que je connaissais déjà, le sport collectif, le partage d'un certain nombre de valeurs, le sens de l'honneur, et l'individualité au service du collectif. D'ailleurs, il y a une phrase de Bonaparte qui est très intéressante, qui disait, quand on lui posait la question de ce qu'était un soldat, il disait c'est un homme libre au service du collectif. Donc, voilà, il est indépendant pour vivre, voilà, je cherchais même ma phrase, il est indépendant pour vivre, mais uni pour gagner. Remarquez que c'est un peu la vraie vie aussi, comme ça, dans les entreprises. Donc, voilà, je retiens ça de l'armée, ça me plaît beaucoup, mais bon, je ne me voyais pas faire une carrière militaire, d'abord, il aurait fallu que je retourne à l'école, parce que je n'avais pas amélioré mon niveau scolaire. Fin des armées, je quitte l'armée, je reprends des études, je passe un baccalauréat en 2 ans, en cours du soir. Et là, je me dis, mais finalement, la France, elle n'aura peut-être pas grand-chose pour moi. Adieu, vieille Europe. Je suis parti en Australie et j'ai cheminé en Australie et essayé de découvrir un pays que je ne connaissais pas. Et là, cette idée de l'aventure australienne, de découvrir, de reprendre mon métier de base, qui était la pâtisserie. Globalement, dans l'hôtel à Sydney où j'étais, qui s'appelle l'hôtel Regency, ils n'étaient pas vraiment intéressés par mes compétences, donc ils me demandaient de faire du pain de mie, des gâteaux toujours les mêmes. Bon, et puis je ne gagnais pas ma vie, donc je leur ai demandé si je ne pouvais pas avoir un deuxième boulot. J'ai pris un deuxième boulot et on m'a dit, mais t'es français? J'ai dit, tiens, pour une fois que ça me sert à quelque chose d'être français, tu connais la cuisine alors. Et du coup, je me suis retrouvé au service des banquets dans cet hôtel et j'ai commencé à faire de la cuisine au service des banquets. Et effectivement, le fait que je sois français me donnait beaucoup d'autorité. Mais je ne savais rien faire. J'ouvrais les huîtres en les trempant dans l'eau chaude. Enfin, il y avait tout un tas de trucs, c'était une horreur. Mais les gens disaient, ah bravo, c'est bon, oh là là, c'est formidable, c'est un Français qui a fait la cuisine. Bon, je me suis dit quand même, si la cuisine me plaisait, je suis rentré en France. Et avant de clore mon propos sur la première partie de ma vie, je suis rentré en France, j'ai passé un CAP, parce que nous c'est un certificat d'aptitude professionnelle. Et un des chefs qui me fait passer mon CAP me dit, tu sais, les diplômes, c'est bien joli, mais c'est la signature du chef avec qui tu vas travailler qui va te servir à quelque chose. Je dis, bon, très bien, je connais personne. Et je vois un chef passer à la télé, déjà à l'époque, Bernard Loiseau. Donc je vais chez Bernard Loiseau, je rentre dans son restaurant, je lui demande, il fait quand même 300 km pour y aller, je lui demande s'il ne cherche pas un commis de cuisine. Il regarde mon CV, il dit... Non. Bon. Mais il dit, mais vous arrivez d'où? Je dis, j'arrive de Paris. Il me dit, mais vous avez fait tous ces kilomètres? Il dit, oui. Il me dit, je vous invite à déjeuner. Je dis, non, mais je n'ai pas le budget pour déjeuner chez vous. Il me dit, non, je vous invite. Et j'étais avec un monsieur qui s'appelait Georges Pralu.
Et il va me raconter comment il a été apprenti, comment il a, après son apprentissage, racheté une auberge et qu'il est devenu chef et chef d'entreprise, comment il allait avoir 3 étoiles, etc. Cet homme était lumineux, lumineux. Je buvais ses paroles et je me suis dit, si je dois faire ce métier, je le ferai comme lui, chef et chef d'entreprise. Je suis rentré à Paris, j'ai essayé de travailler dans deux restaurants qui avaient 3 étoiles. Il y en a un qui m'a dit non, allez voir ailleurs. Et je suis rentré dans un autre restaurant. Je me suis quand même rappelé du code du quartier. Je suis rentré dans un autre restaurant qui s'appelle Taïwan, 3 étoiles. Le chef Claude Deligne, à qui je dois quasiment toute ma carrière. Et le chef Claude Deligne me dit, mais je lui dis, vous cherchez pas un commis? Il me dit, oui, bien sûr, je cherche un commis. Il y en a un qui part ce soir. Parce qu'à l'époque, quand ça ne fonctionnait pas, vous partiez le soir même. Mais il dit, mais t'arrives d'où? J'ai dit, de chez Bernard Loiseau. J'avoue, c'est peut-être pas très honnête, mais je crois que par moment, il faut savoir mettre le pied dans la porte et puis après faire ses preuves. Et j'ai essayé de faire mes preuves pendant 1 an. Et le chef, un jour, est venu me voir en me disant, écoute, t'es trop vieux pour que je te garde comme commis. J'avais déjà 25 ans, 26 même. Mais t'es pas assez, techniquement assez prêt pour être chef de parti. Mets-moi 5 noms de chefs sur un papier chez qui tu veux travailler, je vais t'aider. Bon, c'est bien que j'ai mis les 5 les plus connus. Et le soir, je rentre en cuisine, je lui donne les noms, il me dit « Ah oui, quand même ». Mais il a appelé tout le monde et j'ai pu travailler chez des gens comme Alain Chapelle, j'ai pu travailler chez des gens et la finalité, que je me suis retrouvé un jour chez Joël Robuchon. Et grâce à Joël Robuchon, j'ai pu démarrer 1, ma carrière en France, 2, ma carrière au Japon. Je devais partir 1 an au Japon, je suis resté 5 années au Japon. Voilà, première partie, voilà, c'est un peu comme Netflix, hein, je vais vous faire ça en plusieurs temps. Et où j'en suis maintenant? Parce que ce soir, on va parler plutôt de management et de choses comme ça qui font le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, j'en suis à peu près là. Voilà, 800 personnes en gros dans ma compagnie. Avec les pointes saisonnières, on arrive à 1000 personnes. Un groupe, le groupe Mandarin Oriental, les boulangeries, un développement des boulangeries, tout ce qui est partie économie sociale comme CME, CEFIC, la grande distribution, on a un cabinet conseil pour la grande distribution et pour le monde agricole. Aujourd'hui, ça fait en gros 800 à 1000 personnes à manager, à diriger. Alors, rien, mais alors absolument rien, me prédestinait à devenir chef, d'abord, chef d'entreprise. Alors, chef, c'est plutôt très poétique parce que vous pensez à vos légumes, à vos viandes, à vos circuits d'approvisionnement, à cuisiner, à faire des plats très créatifs. J'ai adoré cette période de ma vie, j'adore encore cette période de ma vie où je cuisine vraiment, mais à un moment donné, il a fallu prendre mon envol, de passer de chef à chef d'entreprise. Et je n'étais pas du tout préparé à ça, mais alors pas du tout. Alors quand vous n'êtes pas préparé à quelque chose, c'est assez catastrophique. Donc j'ai fait de la cuisine, j'ai monté mon premier restaurant, j'ai obtenu en 8 mois 1 étoile au guide Michelin, mais j'avais complètement oublié la partie comptable et la partie management. Donc les deux vont avec. Donc le plaisir de cuisiner, le plaisir d'être un chef étoilé, ben, finalement ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il a fallu tirer le rideau de cette première expérience. Alors ça vous fait peur, ça vous inquiète, ça vous terrifie, mais bon, il faut se relever, ça c'est un peu les règles du judo, vous chutez, vous vous relevez, tant que vous n'êtes pas mort, vous pouvez vous relever. Donc je pars sur ce principe, je contacte mes anciens chefs qui me disent écoute, repars un peu en Asie, ça te fera du bien, je vais repartir en Asie, je vais retravailler sur la zone Singapour et ensuite Asie du Sud-Est et ensuite retour Japon, et puis retour en France en 1997, où là on va me confier un très joli hôtel-restaurant, ce qu'on appelle un relais château, dans lequel je vais obtenir 1 étoile Michelin, pareil, dans un temps très court, 8 mois pour obtenir l'étoile Michelin. Et formidable, je suis très heureux dans ce château, je fais la cuisine, c'est extraordinaire. Je travaille pour une grande compagnie d'assurance qui a une partie hôtellerie-restauration et vin, ce qu'on appelle AXA Millésime, et je suis très heureux dans cet univers. 2e année, 2e étoile, alors là,
Là, j'ai la tête qui ressemble à une pastèque. Je marche sur l'eau. Je suis, en plus, dans la même année, je suis élu chef de l'année. Alors là, c'est radio, télé, voilà. Mais globalement, la compagnie dans laquelle je suis, ça les impressionne pas. Et puis un jour, dans un séminaire comme ça, je suis obligé de parler de mon activité, de mes chiffres, et ci et ça, parce que les résultats économiques n'étaient pas vraiment au rendez-vous. La notoriété était au rendez-vous, mais les résultats économiques, globalement, n'étaient pas au rendez-vous. Ce qui n'inquiétait pas l'entreprise, mais ce qui inquiétait l'entreprise, c'était mon taux de turnover qui était trop important, de personnel que je n'arrivais pas à fidéliser et à garder dans l'entreprise. Et à la fin de ce séminaire, le patron de cette grande entreprise, avec des millions de salariés, me dit « Vous êtes un excellent artisan, monsieur, mais surtout, vous êtes un très mauvais manager. » Alors là, vous vous dites « Quel con !» Il n'a pas compris que j'étais un artiste, que je me comportais comme un artiste. Bah, lui, il s'en foutait. Il m'a dit « Monsieur, ouais, un artiste, c'est bien, mais allez faire l'artiste ailleurs. Mais nous, 29% de turnover dans l'entreprise, des ratios qui sont limites, non, on n'est pas preneur. » Mais il a l'extrême aimabilité de me présenter un monsieur qui va me coacher pendant 3 ans, que je salue à chaque fois que je fais une présentation, qui s'appelle José Gutmann. José Gutmann va être mon coach pendant 3 ans. C'est un des plus grands professeurs qu'il y a eu à l'université de Berkeley et qui va me former sur le management des collaborateurs. Et ça, je peux vous dire que je lui dois aujourd'hui le développement de mes entreprises. Parce que mon métier, probablement comme le vôtre d'ailleurs, savoir-faire, savoir-faire faire, faire savoir. Vous ne pouvez pas louper une étape. Donc le savoir-faire, j'ai toujours une passion de l'artisan, transformer, travailler le produit, créer. Tout ça, il fallait que je le garde, mais il fallait aussi que je sache faire grandir mes collaborateurs et que je devienne véritablement un manager. Je vais vous donner un exemple. Première fois que je rentre en cours avec José Gutmann, on est à l'université, il y a un amphi, un peu comme ça, il arrive, il s'assoit sur son bureau, il remplit une bouilloire comme s'il allait se faire un thé, il remplit d'eau, bien évidemment, il ferme le couvercle, il bouche tous les trous et il branche. Ben oui, on a ça, on se dit, il est fou quand même. Et la première question, alors à l'époque j'avais un anglais d'aéroport, c'était très compliqué, il dit, ça explose quand ? Ben voilà, c'était ça, la salle aussi, pas un bruit. On ne savait pas. Alors les plus instruits devant essayaient de faire des calculs. Bon, et moi, au fond, j'essayais de comprendre ce qui se passait. Et puis évidemment, l'expérience était tronquée. Mais il dit, voilà, quand vous mettez une pression excessive sur une entreprise, sur des collaborateurs, sur un pays, ça va exploser. Vous savez ni quand, ni comment, et avec quels dégâts collatéraux. Donc pendant 3 ans, il va nous prendre ce modèle pour nous dire il va falloir que vous appreniez à manager vos collaborateurs avec ce toucher, cette personnalisation que vous devez avoir sans mettre de pression excessive sur vos collaborateurs. Et grâce à lui, j'ai développé un modèle managérial qui m'est assez propre pour faire en sorte que je puisse développer mes entreprises en y étant un peu moins, avec des chaînes de commandement extrêmement courtes. J'ai des chaînes de commandement qui n'excèdent jamais plus de 8 personnes. Alors, pour manager toutes ces personnalités, parce que nos collaborateurs sont de vraies personnalités, j'essaie d'appliquer l'organisation. Je vous ai mis des petits trucs comme ça me venait, mais pour moi, c'est important de regarder un petit peu la verticalité des personnes. C'est-à-dire que quand je vois, c'est ce que je vous ai écrit là, ce que je vous ai mis en photo, j'ai pris les références du judo, j'ai pris les références de la cavalerie, de l'escrime au sabre, ce qu'on appelle le kendo, et j'essaye je reste un artisan, d'avoir une balance, vous savez, ces balances qu'on appelait Roberval, dans lesquelles on mettait un petit poids d'un côté, ça penchait. Donc moi, je fais attitude et aptitude. L'aptitude de quelqu'un, dans un métier, il est une solution métier
extraordinaire, ça peut m'intéresser. Mais s'il a une attitude détestable, ça ne m'intéresse plus. Donc j'essaie de faire en sorte que des gens qui sont des solutions métiers dans mes entreprises ne soient pas des gens toxiques dans l'entreprise. Ça, pour moi, c'est essentiel. C'est quasiment pas négociable. On apprend à se parler, à se respecter et surtout à faire progresser l'autre. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, ce petit circuit-là que vous voyez, pour moi, c'est de permettre aux gens de regarder toujours l'attitude et l'aptitude pour pouvoir avancer sereinement dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on base les choses sur le respect. Alors ça, c'est toujours des mots faciles. L'équipe. Je vous ai parlé de mes équipes, de comment on travaillait en équipe. Pour moi, les équipes, c'est essentiel. Aucun de mes restaurants, sur les 800 collaborateurs, ne fonctionnerait, ni même les hôtels, si je n'avais pas une équipe solide, soudée, efficace. Donc, qu'est-ce que je fais? D'abord, je cérémonialise beaucoup. Toutes les entreprises dans lesquelles je travaille, le matin, il y a ce qu'on appelle un morning meeting, qui dure en gros, on va être clair, entre 7 et 8 minutes, grand maximum. Un café, une tasse de thé, peu importe. On déroule ce qui se passe. Pourquoi? Pour la même phrase que je vous ai dit tout à l'heure sur les soldats. Indépendants pour vivre, mais unis pour gagner. Indépendants pour vivre, mais unis pour gagner. Très important, parce qu'on a tous nos problèmes. On arrive dans l'entreprise, on a accompagné les enfants à l'école, on a reçu une lettre recommandée, tout va mal, on était dans les embouteillages, le métro n'a pas fonctionné. On arrive, on est énervé, on est agacé. Il faut se reposer. Donc, première chose que je fais, on apaise les choses. Avant de prendre nos uniformes, avant de prendre nos badges, hop, morning meeting, on fait un petit débrief et on se met ensuite dans la mission pour laquelle on est mandaté dans l'entreprise. Ça, c'est la solution métier. Pour moi, c'est très important. La posture positive, verticale et positive. Moi, quand je suis rentré en France, j'entendais des trucs comme comment ça va? Oh, bah, comme un lundi. Bah, viens pas le lundi, parce que là, tu viens de plomber l'ambiance de la boîte, quoi. Donc, la posture positive, toujours bien droite, et parce que quelqu'un qui arrive déjà avec une approche négative d'entrer dans la solution métier dont on a besoin, c'est compliqué. Deuxième chose, c'est l'engagement. Alors, c'est un mot, moi j'entends parler tout le temps, l'engagement, le travail est une valeur. Pour moi, je vous rassure tout de suite, le travail n'est pas une valeur. C'est un moyen d'arriver à un projet, mais ce n'est pas une valeur. Donc, première des choses que je fais, d'abord, quand je recrute, mes services des ressources humaines me donnent en général les dossiers, je regarde. Premier agacement, ils ont tous plus de diplômes que moi. Truc qui énerve globalement, vous ne savez pas pourquoi. Et puis, alors j'essaie, je fais comme beaucoup de chefs d'entreprise, je vais à la fin, parce que tout ce qui a dû être vérifié a été vérifié, donc je vais à la fin et je regarde le sport, la littérature. Donc j'angle mon interview sur cet angle-là. Ah, vous faites du marathon, très bien, vous apercevez qu'il n'y a pas vraiment une grande connaissance de la VO2 max, mais bon, c'est pas grave. La littérature, bon, il y a quelques bouquins qui ressortent, mais c'est pas très... Et première question, pourquoi vous voulez travailler pour nous? Pourquoi vous voulez travailler pour moi? Pourquoi vous voulez travailler pour cette marque? Alors là, j'ai une réponse assez Wikipédia. C'est une maison formidable, vous avez fait telle ou telle chose, vous avez un rêve park qui est extraordinaire. Très bien, ça c'est Wikipédia, donc vous pouvez tous le faire, vous pouvez donc tous rentrer chez moi. Et deuxième question, vous voyez où dans 2 ans? Eh bien souvent j'ai ça. Non mais moi si vous m'embauchez, vous inquiétez pas, je bouge pas. Au même salaire? Vous n'avez pas d'ambition? Voilà, je ne peux pas commencer à me mentir avec un collaborateur ou une collaboratrice. J'aime que les gens aient de l'ambition. Moi, j'adore les gens qui me disent « Ah, moi, je veux être directeur FMB, c'est mon poste. » Ça me va. Ça me va pourquoi? Parce que je vais dire à cette personne « Aujourd'hui, je vous recrute parce que vous êtes une solution métier. C'est la solution qu'il me faut là, à l'instant où je vous parle. Vous êtes pâtissier, vous êtes cuisinier, vous êtes maître d'hôtel, vous êtes directeur de salle, vous êtes agent de maintenance. Vous m'intéressez parce que vous êtes une solution. » Il est possible que dans 2-3 ans, j'achète une machine qui fasse de la pâte à choux, que je modifie les choses.
je vous remplacerai. Donc, j'incite, et c'est pour ça que je vous ai monté sur le premier slide, 6550 heures de formation, soit 3 jours de formation par personne offertes par l'entreprise pour que les personnes se forment à leur projet. Et j'interroge toujours tout le monde sur leur projet. C'est ce que, dans Le fil de l'épée, le premier livre du général de Gaulle, il dit il faut toujours regarder au-dessus de la ligne d'horizon. C'est peut-être plus facile pour lui d'ailleurs, mais bon. Pourquoi? C'est complètement vrai. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un projet, il regarde droit et il regarde la ligne d'horizon. Quelqu'un qui n'a pas de projet, regarde la terre qui va l'ensevelir. C'est un hamster. Oui, je sais pas, oui, peut-être. Alors, comme ça, non, là. Projet, je veux être ceci, je veux ça. Sinon, quelqu'un va avoir un projet pour vous. Et c'est pas bon. Et ça n'évoluera pas. Et l'entreprise n'évoluera pas. Donc, j'entends que, avec mes collaborateurs, nous ayons ce lien de confiance qui fasse que je sache que mes collaborateurs ou collaboratrices aient un projet dans l'entreprise. Le projet d'être la solution métier pour l'entreprise, mais qu'ils ont eux aussi, à titre personnel, un projet d'épanouissement. D'abord, ça m'évite souvent la frustration de la rémunération. Souvent, quelqu'un me dit « Ouais, moi, je n'ai pas beaucoup évolué. » Oui, le poste a évolué. Non, c'est vrai, mais oui, vous le faites plus vite, sûrement mieux que quand vous êtes rentré dans l'entreprise, mais globalement, c'est quoi votre projet? Vous m'aviez parlé d'un projet d'évoluer au titre de devenir directeur FMB, chef pâtissier, je ne sais pas, vous avez pris les cours, Ah non. Donc, de mettre tout le monde dans sa responsabilité et pas d'infantiliser le collaborateur pour qu'on dise « Ouais, mais on ne s'occupe pas de moi dans cette maison. » Non. Formation professionnelle, et pour permettre aux gens de trouver leur épanouissement au travail. Encore une fois, quand j'entends le travail est une valeur, pour moi, le travail n'est pas une valeur. C'est un moyen d'atteindre son projet. Il faut arrêter de se mentir. Vous pouvez mettre tous les managements opérationnels que vous voulez en place. Si les gens subissent le travail, ça finit jamais bien. Donc le travail est un moyen pour atteindre ses projets et il faut avoir des projets. Donc voilà un petit peu pour faire mon équipe, ce que j'attends de mon équipe et ce que mon équipe attend de moi. Parce que moi, je suis dans l'obligation de tracer un projet pour nos entreprises, d'avoir une vision pour trouver la bonne voie pour l'entreprise. Donc ça aussi, c'est important qu'eux puissent avoir confiance en moi et qu'ils soient clairs avec mes projets et ma stratégie d'entreprise. La tactique, c'est autre chose. Le leadership, je vais passer très très vite là-dessus, parce que ça m'ennuie toujours un petit peu quand on me parle de leader, je vais être un leader, un grand leader. J'en ai pas croisé beaucoup, moi, des grands leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui a un projet. Et on va avoir envie de le suivre. Et ça me paraît très important. Le manager, ce n'est pas un grade, c'est un savoir-être. Souvent, quand j'étais chez les Compagnons des Devoirs, je vais vous raconter une petite anecdote, ça va vous faire marrer. J'étais jeune apprenti pâtissier, j'étais à la maison des Compagnons de Tours, et je partageais ma chambre, avec 2 autres, et il y avait un ouvrier charpentier qui était dans la pièce d'à côté, et nous, on était 2 lits superposés. Et la tradition chez les Compagnons de Devoirs, c'est que les anciens, quand viennent vous voir le week-end, parce qu'on est souvent seuls, éloignés de nos familles, donc les anciens viennent nous voir. Et il y a un ancien qui vient nous voir un dimanche, et alors évidemment, quand un ancien parle, on tendait nos oreilles, qui dit... Et il y avait le jeune charpentier qui était déjà compagnon, lui, qui dit « Notre ancien, je suis dans une boîte de merde, les types sont bons à rien. » Et il sort tout le mécontentement qu'il avait vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle il était très mécontent, qu'on ne lui proposait pas le travail qui était au niveau de sa valeur professionnelle à lui, et c'est ça. Très bien, et je voyais bien que l'ancien, très apaisé, très reposé, un peu le vieux sage, et puis il nous salue, et il s'en va, il allait rentrer chez lui, et il dit à ce jeune compagnon, il dit « Ah, je te plains, mon pauvre vieux. On a toujours le personnel qu'on mérite. » L'exemple est la seule preuve de l'autorité. Si vous voulez être un bon manager, il faut être exemplaire. Si vous n'êtes pas exemplaire, on ne vous suit pas. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché.
Donc à un moment donné, le matin, quand je me lève, je sais que je vais aller dans l'entreprise. D'abord, je me prépare physiquement à être dans l'entreprise parce que j'aime bien faire du sport avant. Et quand j'arrive dans l'entreprise, j'essaie d'être droit. D'être droit et de faire ce que je dis. Et ça me paraît important pour les collaborateurs, pour les rassurer. L'humain au centre du débat, l'humain au centre de l'entreprise, l'humain au centre du monde. Mais ça paraît être une évidence. Mais comment je fais pour faire fonctionner l'entreprise et dire oui, je suis très respectueux de l'humain, je vais faire très attention à l'humain. Alors, j'ai un management de base qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne encore. Je suis dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Je peux avoir à trancher une décision, rien ne m'impose d'être un bourreau. Absolument rien ne m'impose d'être un bourreau. Donc, quand on n'est pas dans nos ratios, quand on n'est pas dans notre stratégie, quand il faut des fois se replier, quand il faut se repositionner, eh bien, je ne fais pas en sorte que ce soit de la faute de tel ou tel collaborateur. D'ailleurs, j'ai trouvé un moyen pour le faire et pour limiter le stress dans l'entreprise. Nous avons décidé, il y a une quinzaine d'années, qu'il n'y aurait plus d'erreurs dans l'entreprise. Voilà, c'est dit. Alors là, ils se disent tous, le type est fou. Eh bien oui, parce que d'abord, on travaillait pour un groupe asiatique, et on ne pouvait pas traduire le mot « erreur », on n'arrivait pas. Et globalement, quand on parlait à nos actionnaires chinois, ils nous disaient « mais en gros, quand on leur disait « on a fait une connerie », ils nous disaient « mais on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet, la connerie. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'analyse causale de l'erreur. Ça nous intéresse. Et puis, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer l'expérience client? Ça nous intéresse. Parce que ça, on va pouvoir le partager dans les autres entreprises pour continuer à évoluer. Mais qui a fait l'erreur, pourquoi il a fait l'erreur et comment on va le sanctionner, c'est une perte de temps totalement inutile. Ça viendra plus tard. Si, en tant que manager, vous avez fait le choix d'une mauvaise personne, c'est de votre responsabilité. Et peut-être qu'elle sera meilleure à un autre poste. C'est votre responsabilité. Mais la méthode managériale que nous mettons en place, plus d'erreurs. Pourquoi plus d'erreurs, d'ailleurs? Juste un petit truc. Chaque fois que j'arrivais en France dans un service, on a dans le monde de l'hôtellerie-restauration ce qu'on appelle des rapports de glitch, des rapports d'erreurs. Et j'avais, alors oui, et la première des choses que disait un DG, il disait « Non mais qui a fait ça ?» Et donc, boum, on tapait, ça devenait le bouc émissaire pendant une semaine de la boîte. Ça n'intéresse personne, ça nous fait perdre du temps. Donc, plus d'erreurs, évitons la stratégie du bouc émissaire, c'est de la faute de l'autre, ça ne sert à rien. Analyse causale du problème, résolution du problème, amélioration de l'expérience client, et on progresse. Le reste, c'est du bullshit corporate. Vous avez compris, quand je parle d'erreur, analyse causale, opportunité, résolution des problèmes, je veux pas cette slide parce que pour moi elle est essentielle, parce qu'elle est planétaire, donc il faut effectivement que j'ai des feedbacks très courts. Moi, si vous m'envoyez un mail de plus de 15 lignes, ben, je vais en lire 3. Donc il me faut vraiment sujet, verbe, complément, je vais, et puis tout de suite en débattre. Et c'est pour ça que dans toutes les entreprises, j'ai une chaîne de commandement très courte, un COMEX en gros de 8 personnes qui peuvent interagir entre elles sans avoir ce que j'ai besoin moi-même d'intervenir parce qu'elles connaissent un peu la stratégie de l'entreprise. Alors maintenant, ça c'est le management, c'est la vie de l'entreprise, c'est tout ce qu'on a pu réussir, les étoiles Michelin, de devenir palace, de monter des boîtes, et ci et ça. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi manager autre chose. Il faut que l'entreprise soit capable, de se renouveler, elle aussi d'avoir un projet, elle aussi de regarder au-dessus de la ligne d'horizon pour essayer de voir les futures opportunités business. Donc quand vous dites ça, future opportunité business, si vous attendez tranquillement à côté du tiroir caisse, vous allez voir très très vite que le tiroir caisse va commencer à s'oxyder. Et puis, finalement, vous n'aurez pas de nouveau plan business parce que vous n'aurez rien vu venir. Donc, nous, on a créé le Centre français d'innovation culinaire. Alors, je vais parler d'un mot qui fâche. Quand on l'a créé, c'est parce qu'on voulait faire de la gastronomie moléculaire. Ouais, ben on avait ça aussi. On dit, ouais, le mec est fou. Moi, je connais la tarte aux pommes, mais la gastronomie moléculaire, je ne vois pas ce que c'est. Alors, pourquoi on a voulu se lancer dans la gastronomie moléculaire ?
2004, je suis chef de l'année. 2006, je suis de nouveau chef de l'année. Très fier. La une du Times Magazine. La gastronomie française est morte, l'innovation est ailleurs. Regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez l'Espagne avec Frère Nadria, regardez l'Italie avec David Scabin et regardez l'Angleterre avec Aston Blumenthal. Je dis voilà, on est rincés. Nous, on n'est plus rien, on n'est même plus sur la marche du podium. Donc je ne pouvais pas accepter ça, ni pour moi, ni pour cette profession. Et je voyais que ces chefs étrangers, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs, avaient quasiment monté dans leur entreprise un laboratoire de recherche et de développement au même titre qu'aurait pu le faire n'importe quelle boîte de l'agroalimentaire. Des designers, des physico-chimistes des produits, parce qu'ils n'avaient pas le patrimoine culinaire, comme nous en France, aussi solide. Donc, je vais me lancer dans cette idée de cette gastronomie moléculaire. Je n'y comprends absolument rien. Je m'appuie sur quoi? Je m'appuie sur une phrase. La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. Ouais, c'est pas moi. 1907, Auguste Escoffier. Il révise son guide culinaire en rencontrant des personnes qui viennent de la physico-chimie des produits, Maillard, Liebig et d'autres. Donc, je m'appuie un peu là-dessus. Les planètes s'alignent dans la vie. Vous ne savez pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais les planètes s'alignent. Et je rencontre Raphaël Aumont, physico-chimiste, maître de conférence, et un poste important à Paris-Saclay. On va être repéré par l'université de Harvard qui va nous faire monter le premier Food Lab, des expériences de cuisine du futur. Et ça a été passionnant. Sylvie Retailleau, notre ministre actuelle, il y a 10 ans, nous fait revenir à Paris-Saclay et dit non, c'est en France qu'il faut le faire et il faut arrêter de parler de gastronomie moléculaire. On veut savoir ce qu'on va manger en 2050 et en 2070. Passionnant. Donc, on devient, il y a 5 ans maintenant, chaire universitaire avec ce moteur de recherche. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi si vous êtes cuisinier, si vous voulez être pâtissier? Globalement, à faire évoluer le métier. Évoluer le métier et puis trouver, encore une fois, comme je l'ai dit, pour les entreprises, d'autres opportunités de rentabilité de l'entreprise. Alors, vous voyez, ça c'est l'expérience avec l'espace. Mais voilà un petit peu. L'innovation, pour nous, c'est d'abord de ramener l'artisanat près du monde universitaire et l'université près du monde artisanal, des PME, des TPE, avec qui on va pouvoir travailler. La recherche fondamentale, la recherche forte sur la recherche fondamentale, la recherche sur les finances du futur, le design, le social, l'histoire du métier. Donc on s'appuie beaucoup sur l'histoire, comme je viens de le faire avec cette phrase d'Auguste Escoffier, mais la recherche fondamentale. Qu'est-ce qu'on va manger en 2050 et en 2070 ? C'est compliqué. Personne ne sait, personne n'avait anticipé quoi que ce soit, personne n'a rien vu arriver, ni sur le changement climatique, ni sur autre chose. Aujourd'hui, quand on regarde 2050-2070, et quand on regardait ça il y a 10 ans, les chercheurs avec qui nous avions travaillé, d'ailleurs c'est un cerveau collectif, nous travaillons avec plusieurs chercheurs à Paris-Saclay, on disait aux chercheurs, mais on mange quoi en 2050-2070 ? Les chercheurs disaient, mais on s'en fout. Le problème, c'est l'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc, si vous continuez à utiliser autant d'eau pour nourrir des bovins, des ovins, de la volaille, et que c'est ça ne marchera pas. Si vous continuez à faire de la déforestation pour nourrir les mêmes animaux en allant chercher du tourteau de soja au Brésil, vous allez faire de la déforestation, vous allez avoir des problèmes climatiques, etc. Donc, on se dit, première mission, l'agriculture. Qu'est-ce que c'est qu'un bon produit ? Moi, quand je posais cette question au chef, c'est bio. Ah bon, c'est un peu court quand même. Bio, bio. Ouais, mais bio, et si c'était bon, avant d'être bio ? Ben oui, pour qu'un produit soit bon, il faut mesurer son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Si vous ne le mesurez pas, ça ne sert à rien. Donc moi, j'aimerais que les produits soient bons et bio. Eh bien, on va rejoindre un mouvement qui s'appelle Bleu Blanc Cœur,
7000 agriculteurs ont décidé de faire bon. Donc, aujourd'hui, on a des unités de mesure à l'université, mais avec Bleu Blanc Cœur, qui nous permettent de mesurer ce qu'est un bon produit, son impact social, combien je paye l'agriculteur, pour qu'il vive décemment de son métier et qu'il puisse investir dans son métier. Combien je mesure, comment je mesure l'impact environnemental, pas d'intrants chimiques dans les sols, bien-être animal. Et comment je mesure l'impact nutritionnel, sinon ça ne sert à rien. Bio, ça peut être très bon, mais ça peut être une calorie vide. Or que quand je vous garantis qu'un œuf de poule est riche en oméga 3 ou riche en oméga 6, tout ça approuvé avec des études cliniques, eh bien vous vous dites on a intérêt à aller là-dedans. Et ce matin, j'étais dans une conférence avec le monde agricole, justement, où on travaille sur l'impact carbone, mais aussi sur le type des produits, Bleu Blanc Cœur, bon, et d'autres agriculteurs, finalement, sur d'autres labels. Comment ça... Voilà à quoi nous sert l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, en tant que chef d'entreprise, je me dis, j'ai intérêt à investir dans ce type d'entreprise beaucoup plus verte, beaucoup plus à impact environnemental, donc je vais investir là-dessus. Ça, c'est pour les recherches fondamentales. La finance. Il y a 15 ans, je m'interroge sur la finance. Est-ce qu'on continue à financer des entreprises qui n'ont pas un impact environnemental au même pourcentage que des entreprises qui ont un impact environnemental? Je ne crois pas. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les systèmes bancaires, beaucoup de systèmes bancaires réfléchissent à aider des entreprises qui ont cette vocation à être durables avec une autre capacité de financement que celle que nous avons aujourd'hui. Donc ça, c'est des réflexions que nous avons aussi à l'université. Quelle finance pour demain, avec quelle stratégie financière pour demain, ce qui nous permettrait d'avoir peut-être des fonds d'investissement plus environnementalement responsables, et on en voit déjà naître qui aident à cette agriculture, mais aussi à une forme d'artisanat comme le mien. Le design, ça vous paraît un mot bidon, ça vous dites le design, qu'est-ce qu'on a à foutre, n'intéresse pas de quoi il nous parle de design, lui. 16% de votre assiette dans quelques années, ce sera que de l'énergie. 16%, sans que vous ayez rien mangé autour. Hein. 16%. Donc ça veut dire que si vous continuez à construire des fourneaux comme on le fait maintenant, ça ne sert à rien. Votre facture d'électricité, on va être sur des plus de 300 € le mégawatt. Donc il faut créer des fourneaux aujourd'hui et des matériaux qui vont sur ces fourneaux capables d'être moins énergivores et de moins consommer. Donc ça veut dire qu'il faut travailler sur des matériaux. Eh bien, nous avons investi dans une entreprise qui s'appelle Kakugama, que nous promotionnons. C'est des matériaux qui vous permettent de cuire au gradient descendant. Et au lieu d'avoir une plaque qui vous amène jusqu'à 6000 watts, avec une plaque à 1000 watts, vous avez largement assez. Vous voyez, c'est tous ces mécanismes de recherche que nous mettons en place sur le design. Je vous parle d'un hôtel. Aujourd'hui, quand je vous parlais du stress hydrique de 2050-2070, c'est loin, on verra plus tard. Non, on ne verra pas plus tard. Moi, j'ai les Pyrénées-Orientales aujourd'hui en France qui manquent d'eau. Donc, on est en train de concevoir des hôtels où on va pouvoir récupérer les eaux grises pour les retraiter dans le même bâtiment, pour pouvoir avoir des eaux de chasse d'eau, par exemple, qui soient des eaux retraitées et pas aller pomper sur les nappes phréatiques. Donc, tous ces hôtels du futur auront un impact environnemental absolument nécessaire, sinon le modèle économique ne tiendra pas. Je vous rappelle, juste un petit détail, que l'année dernière, 8000 entreprises de restauration et d'hôtellerie ont fermé leurs portes en France parce que le modèle économique ne tient pas. Il ne tenait pas pourquoi? Parce que la trésorerie qu'ils avaient mis de côté, comme on dit, eh bien, a été brûlée. Ce cash a été brûlé par l'augmentation des fois de 100% de l'énergie. Donc, vous voyez que ce laboratoire, il a cette vocation à chercher à s'adapter au monde de demain. Social. On y reviendra après sur nos écoles d'inclusion et d'insertion. Social. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui autour de vous? Digitalisation absolue. Qui gagne de l'argent sur l'hôtel Booking? 18% de la marge de l'entreprise part chez Booking. Des gens qui vous flèchent. Vos clients, certes, mais ils prennent 18% de votre marge. Qu'est-ce qu'on voit arriver? L'ubérisation du travail. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun est auto-entrepreneur. On travaille quand on veut, ou alors on travaille beaucoup, 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 etc., etc. Mais on voit que nos modèles de société changent. Donc, il faut absolument travailler sur ces nouveaux modèles, parce que est-ce qu'on veut ces modèles
ou est-ce qu'on veut que ces modèles soient durables, ou on se dit non, non, mettons une régulation sur ces modèles, parce que sinon, ça va être la foire d'empoigne pour tout le monde. Vous voyez que notre vigie, finalement, notre laboratoire d'observation nous permet d'anticiper un certain nombre de choses. Est-ce qu'on va tout pouvoir résoudre? Non. Mais en tout cas, on détecte des signaux faibles qui nous permettent aujourd'hui de réfléchir. Aujourd'hui, on réfléchit, par exemple, à une plateforme avec le syndicat que je représente qui pourrait remplacer, être une plateforme française ou une plateforme européenne où vous pourriez réserver, où les hôtels pourraient être inscrits, hôtels, restaurants et autres, sans avoir à redonner 18% de leur marge, dans des entreprises qui font très peu de marge finalement, à des plateformes qui, elles, grandissent, grossissent, ont eu la bonne idée, je le reconnais, qui, globalement, fiscalement, n'ont pas de responsabilité dans le pays où elles sont, donc vous n'en profitez pas. Donc, on a une dérégulation de nos sociétés sur laquelle il faut avoir l'absolue nécessité de s'adapter. S'adapter est la règle, mais d'avoir quelques informations un petit peu avant de s'adapter, c'est quand même pas mal. Voilà à quoi nous sert un petit peu notre laboratoire de recherche et de développement. Et vous voyez que l'image au milieu, c'est les astronautes. Ça, c'est tout le travail qu'on fait pour la NASA et pour l'ESA, de se dire, bah tiens, notre laboratoire a été reconnu comme avoir cette capacité à faire à manger pour les gens qui vont très loin. Donc les astronautes vont très loin, les grands navigateurs vont très loin, navigatrices, parce qu'on a travaillé aussi pour Samantha Davis, et on peut faire des plats. Donc, mais je reviens à l'idée de l'espace. Parce que c'est l'espace qui nous a donné le plus de signaux faibles pour travailler sur la Terre. D'abord, la personne que vous voyez là s'appelle Jean-François Clairvoy, qui est en tenue bleue. C'est lui qui va nous former à faire ce vol en 0G. Et quand on a eu fini cette formation de vol en 0G dans l'Airbus, il nous a dit tout ce que vous allez apprendre pour l'espace vous servira plus pour la Terre. Bon, je n'étais pas convaincu plus que ça. Et il me dit, mais si, mais regarde, un astronaute qui part 6 mois en cabine spatiale, en capsule, ne peut pas être malade avec son alimentation. Globalement, on est tous malades avec notre alimentation. Alors, on travaille au microgramme près, on fait très attention. 2, il ne peut pas manquer d'eau. Donc, la moindre goutte de transpiration est retraitée pour qu'on puisse avoir de l'eau en permanence dans cette capsule spatiale. 3, il ne peut pas déprimer avec son alimentation. Parce que n'importe quel voyageur, n'importe quelle personne, on pourrait lui mettre une injection de quelque chose, il tiendrait debout. Mais il déprimerait. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Il va déprimer. Donc, il ne peut pas déprimer pendant son voyage parce qu'il perdrait la commensalité, l'envie de manger avec les autres. Donc, on va travailler sur la comfort food, ce qui va lui rappeler sa maman, son papa, son enfance, peu importe, que sais-je. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va le maintenir en forme, joyeux, et c'est ça. 4, il ne peut pas vivre dans ses déchets. Nous, humains, on a fabriqué un océan de plastique. Là, il faut qu'on crée des matériaux qui soient totalement dégradables pour les manger. Vous voyez que la petite boule que vous voyez voler, là, c'est simplement une membrane qui est faite avec des algues marines que vous êtes capable de croquer, boire à l'intérieur et voir manger la petite couche d'algues aromatisées que vous avez, mais plus de déchets, si ce n'est le déchet organique. Donc vous voyez, tous ces sujets-là, et le fait de travailler pour l'espace nous a permis effectivement de se dire, eh bien, on a tout un tas de projets entreprises qui peuvent être. Donc Thomas Pesquet, par exemple, c'est le sans sucre saccharose. Des desserts, oui, mais sans sucre saccharose. On a commencé à développer tout un tas de sucres qui nous permettent aujourd'hui de ne plus avoir ces problèmes d'indice glycémique comme avec le sucre saccharose. Donc on a créé une société qui s'appelle Néo Gourmet où on fait du chocolat sans sucre, des biscuits sans sucre, mais toujours aussi gourmands, mais avec d'autres sucres moins demandeurs en indice glycémique. Donc ça, c'est tous nos travaux. Alors, je vous ai parlé du social beaucoup. En France, on parle beaucoup de la fracture sociale. Elle n'a échappé à personne. Elle devient de plus en plus dure, de plus en plus inflammable. Donc, en 2004-2006, j'ai été élu chef de l'année et j'ai eu la chance d'avoir un reportage sur
ma vie, mon parcours, la cité, le quartier, l'échec scolaire, et c'est ça. Ce reportage est passé dans Envoyé spécial, et j'ai eu beaucoup de courriers. À l'époque, on avait encore beaucoup de courriers, pas de courriels. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, finalement, pour aider les gens qui sont de la même extraction sociale que moi. Je n'avais pas de réponse. J'aurais pu faire un chèque pour telle ou telle association, telle ou telle ONG, mais je trouvais que ce n'était pas suffisant. Donc j'ai rencontré Julien Lauprêtre du Secours populaire, que j'ai eu l'honneur de côtoyer, et puis j'ai croisé la route de Véronique Colucci au Resto du Cœur. Et donc je me suis baigné des Restos du Cœur, je lui ai dit, mais tu sais, moi je ne saurais pas quoi faire au Resto du Cœur. Et du coup, quand je suis arrivé au Resto du Cœur, j'avais évidemment, comme vous le savez, que des gens en grande précarité, et précarité alimentaire, précarité énergétique, précarité de logement, etc. etc. Et donc, j'ai monté des cours de cuisine. Une dame est venue m'aider, et elle, sur les cours de cuisine, elle montait des cours d'alphabétisation et d'arithmétique. Donc les deux matchaient bien, et j'ai proposé à Véronique Colucci de faire un centre de formation professionnelle pour des personnes éloignées de l'emploi, très éloignées de l'emploi, en grande précarité. Et elle m'a dit quelque chose d'assez fort. Elle m'a dit, mais tu n'es pas là pour mettre des gens en conformité par rapport à un système. Et je trouvais qu'elle avait raison sur le sujet. Mais je lui dis, mais si ça remettait les gens dans un projet métier, pas dans un projet emploi, dans un projet métier. Elle me dit, alors là, je peux te suivre. Et on a monté, avec Véronique et Philippe Carillon, cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi. Avec un management, je reviens à management parce que pour moi, c'est les mêmes managements que l'entreprise. Avec un management très simple. La formation est gratuite. Vous voulez faire de la cuisine, vous voulez faire de la boulangerie, la formation est gratuite. Très bien. Vous connaissez quelque chose de gratuit sur la planète, vous ? Moi, non. Donc, quand on a les personnes devant nous, les futurs stagiaires, on leur dit la formation est gratuite, elle dure 12 semaines. On aime bien dire 12 semaines parce que 3 mois, c'est long. 12 semaines, ça va. Et on leur dit, la formation est gratuite, mais on ne va pas se mentir tout de suite, c'est pas vrai. Ah bon, c'est pas vrai, on va sortir de l'argent? Non, non, non. On a inventé une monnaie. Elle s'appelle RER. Excellent pour le management, cet acronyme. Rigueur, engagement, régularité. Voilà un mot qui nous fait peur en France, rigueur. Pourquoi on a peur de ce mot? Moi, la rigueur, c'est pour moi. C'est personnel. Rigueur, c'est ma remise en verticalité. Je vais mettre la rigueur, j'ai envie de devenir cuisinier, j'ai envie de devenir boulanger. Il faut que j'y mette de la rigueur au quotidien. Merci. Engagement. Ah oui, engagement, c'est pas facile. S'engager, c'est fort. Il faut être aidé par moments dans l'engagement. Lâcher la main du passé, c'est pas aussi simple quand vous avez des parcours de vie extrêmement compliqués, et ils peuvent être extrêmement compliqués. Donc là, on peut vous aider à lâcher la main du passé. Régularité, on va dire que pendant ces 12 semaines, il n'y aura pas d'absence, pas de retard. Je vous donne quelques chiffres. 92% de retour dans un projet métier. 7% de création d'entreprise en à peine 10 ans et 9500 personnes formées, intégrées. Vous voyez que cette notion du management, elle est vraie pour l'entreprise, mais elle est vraie aussi quand on veut permettre à des personnes de retrouver le dessus de la ligne d'horizon et de reprendre l'idée d'un projet. Effectivement, 9500 personnes formées avec un management très rigoureux, rigueur, engagement, régularité. On n'y loupe pas. S'il y a une absence, un retard, ça passe. 2 absences, 2 retards. On se quitte bons amis. Et ça marche très très bien. En toute laïcité et en toute commodité. Donc, on s'est dit, ça fonctionne. Dans notre société, sur quoi il faudrait interagir encore plus fort? Les plus jeunes. L'abandon de scolarité dans certains de nos quartiers, c'est 12 ans. Donc vous imaginez, entre 12 et 18, ce qui peut se passer, et après 18 et plus, c'est très compliqué. Donc on a créé un autre schéma, passeport pour l'emploi. Là, c'est avec le sport,
avec d'anciens athlètes de haut niveau. On a monté une association qui s'appelle Passeport. On va au pied des immeubles et avec des athlètes qui sont en reconversion, même pour certains qui ont fait les Jeux Olympiques, eh bien, on propose à des jeunes gens de reprendre goût au sport, de s'évaluer au travers du sport pendant 12 semaines, et avec ce moteur d'évaluation qu'on leur fournit, eh bien, retrouver un projet scolaire ou un projet métier. 100% de retour dans un projet. Donc vous voyez que cette société, elle n'est pas malade de façon cyclique, c'est structurellement qu'il faut réparer des choses. Quand on remet des personnes en situation de projet, que ce soit dans l'entreprise ou dans une entreprise sociale, c'est la même chose. Ça, c'est d'autres métiers. Voilà. D'autres métiers, je vous ai parlé de l'hôtel de demain. Ben, l'hôtel de demain, nous, on l'a construit et on se dit, eh bien, on peut permettre aussi à des gens d'aborder d'autres métiers dans les métiers de l'hôtellerie-restauration. Évidemment, vous m'avez reconnu comme chef de cuisine, cuisinier, un artisan, un hôtelier, tant bien que mal, parce que nous avons quelques hôtels quand même. Mais en même temps, quand je parle de mon métier à des jeunes gens ou à des moins jeunes, je leur dis, mais vous savez, si vous venez dans l'hôtellerie-restauration, moi, je peux vous proposer 35 métiers différents. On construit de nouveaux hôtels qui auront un impact social et un impact environnemental, et on les amène dans un hôtel du futur, qui est 10 avenue de la Bourdonnais, dans lesquels ils vont pouvoir s'initier à l'économie de l'eau quand on travaille dans un nouvel hôtel avec de nouveaux agencements, etc., etc. Ça, c'est pour les nouveaux métiers. Ça, on vous a fait le schéma de l'hôtel, avec tous les métiers possibles de cette maison du 10. Alors, on m'a dit de parler de management. Comme je vais clore mon propos, je vais revenir à l'idée du management. Est-ce qu'il y avait des ingrédients pour le management ? Je crois que oui. Je crois que oui, et je viendrai sur la métaphore après. Un bon manager, ce n'est pas forcément celui qui parle le mieux, c'est celui qui écoute le mieux. Écoute et observe. Ce que je vous ai évoqué tout à l'heure pour le judo à l'université de Tenri, on dit toujours « Shuari », observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Vous remarquerez que bien souvent, nos jeunes managers, ou même nos moins jeunes, ne pensent pas à écouter l'autre ou à discerner un certain nombre de comportements chez l'autre. Comme ils n'observent pas, ils ne voient pas, ils n'écoutent pas, et ça, c'est un problème. Donc, la première des choses que j'essaie d'apprendre à mes jeunes managers, c'est l'observation et l'écoute. Observe et tais-toi. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne. D'ailleurs, on a des cours dans lesquels on peut aller dans la nature. Je ne vais pas vous faire le cours de méditation, mais dans lequel on peut observer la nature et de regarder au travers de la nature qu'il faut apprendre à écouter. Ça, c'est pour moi quelque chose de très important. La rigueur. Je sais que quand on est manager et qu'on parle de rigueur, il faut que tu mettes de la rigueur, il faut que tu mettes... Ben, commence-toi à mettre de la rigueur par toi-même. Reprendre cette verticalité, ça c'est important. Rigueur, c'est cette régularité qu'il faut avoir. Cette rigueur qu'il faut avoir, elle doit être personnelle. Quelqu'un qui, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas capable de montrer l'exemple, il y a peu de chances qu'il soit entendu très très longtemps. Donc rigueur, engagement, régularité, c'est quelque chose. Je ne peux pas être rigoureux une fois et puis le lendemain, on verra, ça le fera. Moi, souvent, j'entends ça. Ça va le faire. Ben non, en général, ça ne le fait jamais. Ça, c'est important. Agir. Parce que moi, je pourrais parler pendant des heures. Mais agir. S'agiter, ce n'est pas agir. Souvent, j'entends des colères, des énervements, des agacements dans l'entreprise. C'est stérile, ça ne sert à rien. S'agiter, ce n'est pas agir. Donc, agir me paraît important. Le respect. Souvent, par exemple, j'ai interdit souvent dans mes entreprises un certain nombre de comportements avec des diminutifs. Salut Momo, salut le grand, salut le gros, salut machin. Non. Les gens ont un prénom. À un moment donné, j'avais même remis les name tags pour que les gens s'appellent ou par leur nom ou par leur prénom. Vous savez comment j'avais découvert ça ? Sur les premiers marathons que je faisais, dans le marathon du Médoc,
Je me demandais pourquoi les gens m'applaudissaient et me répétaient mon prénom. C'est parce qu'il était marqué sur mon maillot. Mais je préfère que les gens s'appellent par leur prénom ou par leur nom plutôt que d'avoir des diminutifs. Le respect, ça commence par ça. Ça commence par se dire bonjour. Le morning meeting du matin, c'est aussi pour se reconnecter aux autres. Ça, c'est très important pour moi, cette forme de respect qui fait qu'à un moment donné, eh bien, il n'y aura pas de débordement. Dans mon métier, on est mis sous pression 2 fois par jour. Si je laisse en amont des choses se faire comme celle-là, pendant le service où il va y avoir une pression excessive sur les collaborateurs, eh bien, ça peut dégénérer très, très, très vite. Donc, pas de mots, pas de vulgaires mots qui interfèrent ou qui rendent toxique l'ambiance du travail. Au départ, je suis passé pour un vieux con, probablement pas faux, mais il y a très peu de temps, j'ai eu, je pense que vous connaissez ces moyens de communiquer qui sont WhatsApp, et on fait un groupe WhatsApp, et on fait ci, on fait ça, et puis on commence à délirer sur le groupe WhatsApp, et puis on y va de blagues graveleuses, et puis ça finit au commissariat de police avec une mise en examen. Donc non, on se parle correctement. Si on fait un groupe WhatsApp, on y emploie des mots corrects, et on ne dépasse pas les bornes. Ça a été important. Donc le respect, pour moi, est quelque chose d'essentiel. Et après, je vous ai parlé en 5e ingrédient, je dirais dur. Oui, il faut être dur, mais avec les faits, pas avec les gens. Les faits sont les faits, et les faits ne sont pas négociables. Vous n'êtes pas dans vos chiffres, vous n'êtes pas dans vos pourcentages, vous n'êtes pas dans votre croissance. Ben, il faut trouver la solution. Mais rien ne vous impose, si vous avez à trancher des décisions, d'être un bourreau. Absolument rien, ni personne. Donc ça va être très important, dur avec les faits, bienveillant avec les gens. Le projet, je vous ai beaucoup parlé du projet. Pour moi, c'est le 6e ingrédient du manager. Projet, projet. Regardez au-dessus de la ligne d'horizon. C'est ça qui fait qu'on va vous suivre. Une vision, une voie, et une voie, un chemin. C'est comme ça qu'on suit un manager, c'est comme ça qu'on suit un leader, parce qu'on a confiance en lui. Et dans le projet, on refait le cap. Souvent, on fait des petits séminaires comme ça, on laisse tous notre portable, on part en montagne et on fait de la topographie et on part avec une boussole. C'est beaucoup plus compliqué. On se dit, ah, le sommet, c'est pas loin, c'est tout droit. Ah oui, mais la vie, c'est pas tout droit. Il y a l'ordre, il y a le désordre, il faut marcher au milieu. Donc, refaire le cap, refaire le projet. Pour moi, le projet est un ingrédient majeur parce que ça impose au manager de refaire le cap très régulièrement, comme s'il était marin, et ce qui lui permet de dire « j'ai une vision pour le travail, j'ai une vision pour l'entreprise, suivez-moi, allons-y ensemble, et je vais trouver la voie pour passer ». Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très fort. Et puis, il y a quelque chose auquel il faut s'habituer, il me semble, et ça n'engage que moi de vous dire cela, il y a la solitude du chef, finalement, chef et chef-e d'ailleurs, hein, on est femmes et hommes chefs d'entreprise, c'est qu'à un moment donné, la décision, on va la prendre tout seul. On s'est fait conseiller, on a un board, on a des actionnaires, on s'est préparé, on connaît le job, mais c'est la règle des 80-20. 80%, c'est tout ce que vous avez fait, tout le bon management qu'on a évoqué, qu'on a mis en place, les bons collaborateurs, tout ça. Mais le jour de la décision, vous êtes seul. Et là, c'est votre audace, c'est votre tempérament, c'est votre capacité à regarder devant vous, parce que ces 20%, c'est la mer de l'incertitude. C'est la mer de l'incertitude. Et ça, il faut y aller. Et si vous ne franchissez pas le premier pas, si vous ne faites pas le premier pas, on ne vous suivra pas. Donc, la solitude du chef, il faut la travailler. Devenir un manager, c'est aussi se construire corps et esprit, être capable de se préparer physiquement, intellectuellement aux choses, parce qu'à un moment donné, cette mer de l'incertitude, il faut la traverser. Personne ne le fera à votre place. Vous ne pourrez pas déléguer.
Et ce n'est pas grave, parce que tout ce que j'ai pu observer jusqu'à aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est qu'à chaque fois que j'ai vu quelqu'un ou moi-même aller de l'avant, il s'est produit quelque chose. Et j'ai appris quelque chose. Et j'ai grandi par rapport à ce quelque chose. Et je me suis adapté. Cette situation des 20% qui vont être probablement une crise de l'anxiété, de la peur, vont vous faire grandir, vont vous forcer à l'adaptabilité. Et ça marchera. Et ça, c'est ça qu'on doit enseigner à nos futurs managers, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils acceptent pas simplement le titre d'être manager, mais aussi la responsabilité d'être seul face à la décision. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, pour clore mon propos, j'ai vu que tout à l'heure, vous avez vu que... Bon, on va peut-être remettre le début. Voilà. Ça, c'est un peu mon logo. Je l'aime bien. Parce que quand j'étais au Japon, je pratique le judo et je pratique aussi l'escrime au sabre et je voyais beaucoup de sabreurs avoir une libellule sur leur bogu. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi une libellule? C'est marrant, c'est joli en plus. Et donc, à l'université, j'avais demandé à Gilles Boeuf, alors qui a fait la couverture du livre, me dire, je lui dis, mais pourquoi les libellules? Il me dit, ah là là, les libellules, c'est merveilleux. Une libellule, c'est les carbonifères, ça a 350 millions d'années. Le jour où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de libellules. S'il n'y a plus de libellules, il n'y a plus de vie sur Terre. Donc il me dit, c'est très important, c'est un insecte très important. Et puis, il me dit, c'est un insecte extrêmement intelligent. D'abord, c'est un prédateur. Dans son écosystème, c'est un prédateur. Il va plus vite qu'un avion de chasse. Il voit à 360 degrés. Rappelez le cercle que je vous ai montré sur mon laboratoire de recherche et de développement. Ça voit à 360 degrés. Ça peut voler de plusieurs façons. Stationnaire, droite, gauche, monter, descendre. Chercher un axe cognitif pour passer un obstacle. Il me dit, c'est merveilleux comme ça. Donc, je pose la même question à un professeur de sabre. Il me dit, oh là là, oui, c'est un modèle, la libellule. Je dis, pourquoi c'est un modèle? Et bien, il me dit, quand le sabreur a une difficulté, il se met en stationnaire pour observer. Souvenez-vous, observe et tais-toi, apprends et comprends très vite ce qui peut se produire, sinon vous allez vous faire couper en deux. Et puis, si vous allez à droite, vous pouvez éviter un coup. À gauche, la même chose. Si vous cherchez un axe cognitif différent, ça peut passer à côté. Si vous reculez, vous allez mourir, parce que la coupe du sabre, vous n'aurez pas le temps de reculer assez vite. Donc la magie de la libellule, c'est se mettre en stationnaire, observer, aller à droite, aller à gauche, trouver un axe cognitif pour résoudre une solution, et mécaniquement, une libellule, ça ne peut pas reculer. Quand elle recule, c'est pour se reproduire et mourir. Alors ce que je vous conseille, si vous êtes des managers, des futurs managers, c'est de garder dans votre esprit cette idée de la libellule. Soyez des libellules, vous ne reculerez jamais, et vous réussirez tout ce que vous avez à réussir. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci.